Je voulais être président de la République quand j'étais petit. La politique, je la fais pas pour moi, quoi. Parce que je pense que je peux avoir une utilité pour les autres. Je suis pas rentrée en politique pour faire de la politique. C'est un rêve, la politique. Je pense qu'il y a un peu une addiction aussi qui se fait. C'est pas parce qu'on est devant une caméra qu'on a le pouvoir. Trop payés par nos impôts, trop puissants sans avoir été élus, symbole du népotisme ou de la technocratie, les collaborateurs politiques alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Pendant 3 ans, j'en ai rencontré des dizaines. Et certains ont accepté de me raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques. Je suis Mao Chaudoué-Delmas. Vous écoutez Les Ombres, un podcast de Slate.fr. Dans son livre Histoire de la violence, Édouard Louis écrit « La politique, c'est une question de vie ou de mort ». De mort, quand les décisions politiques antisociales infligent une souffrance physique aux classes populaires, comme l'écrivain le raconte pour son père. De vie, quand par exemple, les décisions politiques mènent à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Mesdames et messieurs les députés, nous avons l'honneur et le privilège, Dominique Bertinotti, ministre délégué à la Famille et moi-même, de vous présenter au nom du gouvernement un projet de loi traduisant l'engagement du président de la République d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Dans ces grandes décisions qui orientent le cours de l'histoire, quelle est la place des conseillers ? Ont-ils conscience de l'impact de leur travail sur le destin de leurs semblables ? On se lève le matin en se disant que les décisions qu'on va prendre dans la journée avec notre élu, ça peut entraîner la vie ou la mort de certaines personnes. Jonathan a derrière lui 15 ans de vie politique et de militantisme. Ancien conseiller ministériel, ancien salarié d'un parti et d'un conseil régional, il dirige désormais le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville. Quand il y a un attentat et qu'on travaille pour un chef de parti, c'est travailler 3 jours dans une chambre pour faire un discours qui sort un peu des tripes, ou avec une responsabilité écrasante, ou quand il s'agit pour donner des exemples, je sais pas, moi j'ai travaillé sur l'évacuation de la jungle de Calais, et donc quelque part, c'est ça qui est beau dans ce métier-là, on peut être amené à faire plein de choses différentes, des choses joyeuses et légères, et aussi des choses avec une grande gravité, et je pense que ça c'est quand même propre à l'action politique. C'est que quel que soit son parcours, c'est finalement assez républicain au fond. On peut être amené à faire des choses sans avoir la légitimité du diplôme, mais avec une autre forme de légitimité, en l'occurrence qui est la légitimité démocratique, celle du suffrage. Et notre élu et ses équipes sont amenés à prendre des décisions sur la base d'une légitimité démocratique et pas sur la base d'une légitimité technique, comme c'est partout le cas ailleurs dans la société. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est voir des concrétisations sur le terrain. Et l'exemple d'un verger urbain dans un grand parc au cœur d'un quartier où on décide à quelques-uns de le planter et quelques semaines après, il est vraiment planté. Et maintenant, les enfants qui jouent sous ces arbres ou sous les fruits qui apparaissent, moi, quand je vois ça, c'est forcément extrêmement gratifiant. Quand aujourd'hui, on plante des arbres partout dans la ville, à la fois pour la rendre plus belle, pour l'adapter au réchauffement climatique, ça donne énormément de sens au quotidien. Et ça, c'est vraiment l'échelon local qui aujourd'hui, pour moi, apporte le plus de gratification et de sens. J'ai fait partie d'une campagne là récemment qui a fait l'union de la gauche, qui a été très médiatisée. Et en fait, le premier déplacement où il y avait les candidats, premier déplacement dans un quartier populaire, ça c'était ouf. À 23 ans, Mika a déjà participé à plusieurs campagnes électorales. Ce spécialiste des affaires publiques s'est illustré dans la communication politique et milite pour l'union de la gauche. C'était ouf parce qu'en fait, là tu comprends vraiment pourquoi tu travailles là et pourquoi tu fais ce métier, mais il y a une effervescence folle quoi. Donner de l'espoir. Bon, on a perdu finalement, mais à ce moment-là, donner de l'espoir, je suis rentré de ça, je me suis dit, ok, je comprends. Je sais pourquoi quoi. C'est une piqûre d'adrénaline et de rappel, tu fais ok, je sais pourquoi je fais ça quoi. Tu te bats pour des choses qui te dépassent.
qui te dépassent à la fois temporellement, c'est-à-dire que quand on est dans un courant politique, il y a des auteurs, il y a des gens qui nous précèdent, il y a des histoires, et elles nous dépasseront aussi. Parce que quand on sera plus là, elles existeront toujours. Donc, il y a un rapport au temporel qui est, pour moi, qui est assez fort. C'est-à-dire que à la fois on n'est rien, mais à la fois on participe à quelque chose. Et ça, c'est étonnamment donneur de sens. Tu te sens utile. Parfois, en tout cas. Ça donne une raison de te lever un peu le matin, quoi. Et de travailler jusqu'à 3h du matin le soir. Ça donne ces raisons-là. On compte pas, en fait, ces heures. C'est-à-dire que moi, je le vis aussi, la politique, de manière un peu sacrificielle. Dans le sens où, au-delà du sacrifice que tu fais pour ton élu, et du temps que tu passes, et des balles que tu prends, et des engagements que tu essayes de porter, il y a un côté sacrificiel, c'est que moi, je considère que je fais aussi de la politique parce que je veux qu'il y en ait qui s'en sortent. C'est pas un sacrifice pour les gens, mais c'est que tu donnes ton temps et tu donnes du temps pour que d'autres puissent s'en sortir aussi. Et ça donne du sens. Moi, ça me donne du sens de faire ça. Ce point de vue, la très grande majorité des collaborateurs le partagent. Même celles et ceux qui nous semblent très loin, comme à Bruxelles, au cœur des prises de décision de l'Union européenne. Louis a 30 ans, il est haut fonctionnaire et il a travaillé dans ce cadre auprès d'un haut responsable européen. Je pense que ce que j'ai retiré de mon expérience auprès d'une personnalité politique en tant que collaborateur, c'est pas tant des compétences qui me resservent ou une certaine expérience de rapports sociaux, enfin au sens dans le collectif de travail, c'est plutôt une conscience aiguë du fait que quiconque s'approche de près ou de loin de la chose publique et tente d'en influencer le cours devra forcément se confronter aux gens dans la vraie vie. Et travailler auprès d'un responsable politique permet d'avoir cette exposition-là aux conséquences très concrètes de telle ou telle décision qu'on va recommander, de telle ou telle prise de position qu'on va suggérer. Et donc je pense que c'est plus une boussole qui continue à me guider alors même que j'ai changé de fonction, plus que telle expérience de rapports sociaux, etc., que je retiendrai. Je pense que le sens du métier de collaborateur politique est le sens que chacun et chacune peut donner à la chose publique. Je ne vois pas de distinction particulière entre un collaborateur parlementaire, un collaborateur politique en général, un fonctionnaire, un militant, un responsable politique. En réalité, le sens de tous ces métiers-là, je pense, est le même. Et ce sens-là, c'est le sens de la chose publique. Et d'ailleurs, cette passion-là, parce que souvent les gens sont passionnés, est la passion des affaires publiques. La grande satisfaction à exercer ces métiers-là, c'est d'avoir de l'impact sur les gens. Le domaine dans lequel j'ai travaillé, qui est donc l'économie, ça permet de voir les résultats concrets. Marie, 26 ans, a été conseillère ministérielle pendant 4 ans. Le ministère de l'économie et des finances, je pense que c'est là où se passe aussi beaucoup de décisions et en fait les répercussions sont immédiates. Par exemple sur le livret A, si le ministre, parce que c'est le gouverneur de France qui propose au ministre, mais en tout cas c'est le ministre qui prend la décision finale de relever ou pas le taux du livret A, je veux dire c'est immédiat pour tous ceux qui ont un livret A, c'est-à-dire, je sais pas, plus de 80% des Français peut-être. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un impact très concret et il y a aussi une parole performative du ministre des Finances, puisque que ce soit, donc c'est un peu technique, mais sur l'inflation, sur l'information financière, en fait, elle est forcément ultra performative, donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Et sinon, après, s'il y a un sens, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un sens à ce qu'on fait, parce que on veut expliquer pourquoi on a pris cette décision. Donc je trouve que c'est très important. Je pense que ça, c'est en tout cas donner un sens à la décision politique. C'est notre métier. Après, est-ce que c'est facile tous les jours ? Je pense pas. C'est un métier qui est soumis aux aléas politiques, donc aussi à la colère parfois des Français. C'est des fermetures d'usines, c'est des thématiques qui sont pas forcément agréables. Donc c'est pas facile, mais en tout cas c'est notre travail de donner du sens à tout ça et d'expliquer la décision politique qui, par définition, n'est pas arbitraire. Je pense que c'est un poste avec beaucoup de pouvoir en France. Ces décisions si importantes dans la vie des gens, qui les prend réellement ? Les élus, bien sûr. Mais pas seulement. Il arrive que ce soit directement les conseillers qui décident, sans forcément en avoir la légitimité démocratique, mais parce que la communion d'esprit avec leur patron est telle que la prise de décision est déléguée. Esther a 29 ans. Elle a été chef de cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française.
Officiellement, le collaborateur politique, il est vraiment personne. Sa vocation, c'est de servir un élu. En fait, il n'existe pas, quoi. En théorie. En réalité, le conseiller, parfois, il décide tout seul. C'est-à-dire que, en fait, en pratique, le job du collaborateur, du conseiller, ça va être à chaque fois qu'un sujet se présente à lui, d'essayer d'arbitrer en se disant « Est-ce que je suis capable de décider de ça tout seul ? Ou est-ce qu'il faut que je demande à mon supérieur son avis sur la question ? En l'occurrence, moi, ce serait mon directeur de cabinet. Est-ce qu'avec mon directeur de cabinet, on décide qu'on demande à l'élu de trancher ? Donc là, à ce moment-là, on a un élu qui est élu démocratiquement, qui entre dans le processus décisionnel, mais jusque-là, il n'y avait personne. C'est-à-dire que c'était justement personne qui décidait, quoi. Personne aux yeux des citoyens, j'entends. Et puis parfois, cet élu lui-même, en fait, va donner une orientation, mais va dire, en fait, je m'en remets quand même à la maire ou au maire. Et en fait, le maire, il n'a évidemment pas le temps de regarder tous les dossiers. Et donc, c'est souvent ses collaborateurs à lui qui vont trancher. C'est-à-dire que parfois, la parole d'un collaborateur du ou de la maire va prévaloir sur la parole d'un élu qui serait, par exemple, un adjoint à la maire. Donc, c'est marrant, le processus décisionnel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, comme dans n'importe quelle boîte, évidemment, il y a une pyramide avec un truc qui monte et qui descend. Ça, c'est normal, mais là, c'est censé être une institution politique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu une alternance en schématisant de couches d'élus non-élus, avec parfois la parole de non-élus qui va primer sur la parole d'élus. Donc, officiellement, le collaborateur, il est rien. Mais en réalité, le collaborateur, il peut avoir un pouvoir monstrueux. Et notamment, dans les villes, les collaborateurs directs de la maire, du coup, sont, je trouve, assez puissants. C'est-à-dire qu'ils décident pour elle, quoi. Parce qu'elle n'a pas le temps de tout regarder. Et donc, ils sont garants, c'est-à-dire qu'ils doivent développer une forme de bon sens et d'intuition de ce qu'elle aurait décidé, ce qu'il ou elle aurait décidé. Et c'est ça le job aussi, du coup, c'est d'essayer de présager de ce qu'aurait décidé l'élu. Et parfois, on a le sentiment qu'il n'y a pas un énorme enjeu. Et comme il y a quand même une doctrine qui est établie, on se dit, je vais m'inscrire dans cette doctrine, et là, il n'y a pas de sujet. Et parfois, on va avoir le sentiment que soit le projet est super exposé, soit on est sur un champ nouveau, il n'y a pas de doctrine préétablie qu'on a déjà identifiée, et donc on demande au-dessus de soi. Mais donc parfois, on décide un peu tout seul, quoi. Pour moi, un collaborateur n'a pas la légitimité de prendre une décision, au sens une décision politique. Anna a commencé sa carrière politique il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française. Moi, je fais toujours vraiment très attention à ça. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une décision politique. Il faut que ce soit structurant, il faut que ce soit quelque chose qui vraiment engage. Je prends 1000 décisions sans me référer à mon élu pour faire avancer un dossier, mais je le fais toujours en connaissant l'orientation, le sens, la vision que j'ai partagée avec lui au début. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que je suis très attachée à la légitimité démocratique des élus. Je crois que ce qui est dangereux, c'est quand la technostructure essaye de prendre le dessus, et je l'ai toujours vu, ça, dans toutes mes expériences politiques, de voir à quel point il y a des tentations, il y a des moments où les technos, comme on les appelle, finalement, oublient un peu la légitimité, parce qu'effectivement, ils ont des élus qui sont peut-être moins fins connaisseurs de leur sujet, et qu'ils ont l'impression que eux savent, et que l'élu finalement lui on va l'envoyer sur les plateaux de télé, et puis nous on fait avancer notre truc. Mais non, en fait la légitimité elle vient du suffrage. Comment savoir où est sa bonne place lorsqu'on est conseiller, un presque élu mais sans la légitimité des urnes? Grisés par leur proximité avec le pouvoir et l'attention de l'opinion, certains perdent parfois pied. Ils outrepassent leurs fonctions, exercent un pouvoir qu'ils n'ont pas, cherchent la lumière ou tentent d'être élus à leur tour. C'est là l'un des risques du métier. Le problème d'être une extension de l'élu, il est d'éviter certains pièges. Il y a 2 types de pièges. Le premier piège, c'est d'oublier sa place et de se penser élu à la place de l'élu, de vouloir dépasser les lignes rouges d'aller prendre des arbitrages ou de vouloir aller prendre de la lumière. Il y en a comme ça qui veulent absolument parler au nom de l'élu, qui se retrouvent dans les médias, qui perdent un peu la notion des réalités. Ça peut aller très vite, hein. Quand vous voyez votre nom dans un journal, ça fait tout de suite perdre un peu la tête. Donc la première ligne rouge à pas franchir, c'est ça, c'est de pas vouloir prendre la place de l'élu et de trouver le bon curseur. Parce qu'au fond, on s'interroge en permanence sur notre légitimité à prendre des arbitrages aussi au nom de certaines personnes. Après, ça dépend de la relation de confiance avec votre élu. Mais si vous connaissez la ligne, vous pouvez aller très loin dans la représentation, parler en son nom. Moi, 90% des arbitrages que je les rends sans en parler à mon élu. Mais parce que je connais l'orientation.
Et je lui fais remonter uniquement les cas les plus sensibles ou ceux que je priorise. Et je me souviens d'une seule fois où je me suis fait un peu engueuler, où j'avais suscité la colère de ma boss en l'occurrence. C'était une fois où justement je suis allé un peu trop loin dans mon rôle et où j'avais rédigé un courrier un peu en anticipant un peu la position de mon élu, et j'étais allé un peu loin, et là je m'étais fait un peu remonter les bretelles, et ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma carrière, mais je me souviens que cette fois-ci je m'étais dit tiens, là je suis allé un peu trop fort, un peu trop vite, et je m'étais bien fait engueuler, et du coup après j'ai fait plus gaffe. Il faut, quand on est collaborateur, quel que soit notre grade, qu'on soit directeur de cabinet ou bien simple collaborateur comme j'ai pu l'être, il ne faut jamais oublier qu'on travaille pour une personne qui a été élue. C'est-à-dire, c'est pas nous qui avons été élus, c'est cette personne. François a 30 ans. Ce fan de François Hollande a été en charge des relations presse du Parti socialiste. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Même si on épouse complètement sa pensée, qu'on travaille avec elle sur ce sujet, qu'on l'accompagne, même si son cabinet pense qu'il fait tout pour cette personne qui a été élue. Donc à un moment, soit on réinterroge son élection et le suffrage universel, et on décide que ce soit le directeur de cabinet ou le chef de cabinet qui est le suppléant, mais c'est la personne qui a été élue. Donc il ne faut jamais l'oublier. Après, je pense que beaucoup de gens dans les cabinets, et en tout cas dans les quelques personnes qui me sont proches, je pense qu'on souffre aussi tous du même syndrome. On a tous une espèce de syndrome de l'imposteur. Après, certains franchissent le Rubicon. Certains quittent les cabinets pour partir eux-mêmes, parce qu'à force de travailler pour quelqu'un, ils se disent à un moment, c'est moi qui fais tout. Donc il y a une forme de frustration, et ils veulent eux-mêmes faire de la politique. Ils se lancent et ils réussissent ou pas, mais... Le métier de collab, ce n'est pas que tractation, trahison ou tactique politicienne pour faire gagner son camp ou appliquer un agenda partisan. On cherche surtout les conquêtes concrètes, pragmatiques, statistiques, qui répondent à l'intérêt général et qui font la force, la noblesse et la longévité du politique. Christophe, la trentaine, a fait partie de l'entourage d'un président d'une région rurale pendant plusieurs années. Il est fier de cette expérience et des réformes qu'il a menées. Je pense que j'ai pas de rapport particulier au pouvoir. Enfin, c'était pas ce qui m'intéressait en soi, mais plutôt ce qu'on faisait, quoi. Ça a vraiment changé des choses, ça a vraiment changé la vie des gens. Donc c'est ça qui m'intéressait. En fait, la région dans laquelle j'étais, c'était une région rurale, elle était confrontée à une perte de dynamisme, et notamment une perte de dynamisme sur le plan démographique. Et bon, déjà, il y avait eu un premier travail qui avait été fait par le prédécesseur du président sur un grand dialogue avec les habitants pour identifier des pistes d'action pour essayer de contrecarrer ce phénomène, quoi. Donc il y avait eu un certain nombre d'engagements qui a été pris par les élus et qui ont structuré ensuite vraiment toute la politique, quoi. On a des gros problèmes, on y fait face avec des mesures extrêmement fortes, extrêmement structurées et sur 15 ans. Et du coup, ça a marché parce que il y avait une légitimité démocratique qui était venue de ce dialogue avec les citoyens, et parce qu'il y avait une constance dans la mise en œuvre par les élus qui était hyper forte, quoi. C'était palpable, quoi. Je veux dire, on recevait une étude de l'INSEE qui disait le solde migratoire compense le solde naturel, quoi. Donc ça, c'était l'objectif. Et il y avait les mecs de l'INSEE qui nous disaient que ça avait marché. Ça, c'était extrêmement fort. Enfin, la politique, c'est toujours... on dit que c'est une question de point de vue, mais il y a pas que des points de vue, il y a aussi des réalités, quoi. Mika a déjà participé à plusieurs campagnes électorales. Ce très jeune conseiller s'est engagé très tôt en politique pour des causes qui le dépassent, qui l'animent. Du haut de ses 23 ans, il n'a pratiquement connu que ça. Son moteur, c'est le pouvoir de changement de son métier. En fait, la politique, c'est pas que rédiger des accords internationaux, faire des lois. C'est aussi s'occuper de sa vie dans son territoire. Je suis d'une commune rurale, donc j'ai vécu dans un village de 900 habitants. Enfin, c'est tout con. Moi, je me rappelle, on avait porté avec des potes pour qu'on ait des filets de foot et un stade de foot dans un petit village de 900. Et ça, c'est de la politique, ça. C'est de la politique de faire ça, en fait. Moi, je suis assez jeune. J'appartiens à une certaine génération.
Je pense qu'il croit au changement et qu'il croit à la transformation, qui n'est pas résigné. Je pense qu'il y en a beaucoup plus peut-être de gens qui écouteront et qui se diront ouais, moi aussi j'ai envie de changer les choses, ou même si j'y crois plus, je pense que je peux être utile, ou je peux participer à quelque chose de plus grand. Ouais, engagez-vous quoi. Vous venez d'écouter Les Ombres, un podcast de Mao Chaudoué-Delmas, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Thomas Loupias. Illustration, Ruben Cohen. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.